Bonjour à tous, je suis avec Jean-Patrick Grandberg. Bonjour Jean-Patrick, vous allez bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Et vous? Merci beaucoup, ça va. Vous êtes donc à Los Angeles, vous vivez à Los Angeles, vous êtes journaliste et éditeur du site Dreuze Info, c'est bien ça? Non, je suis journaliste et je contribue au site Dreuze Et Info vous, et à d'autres sites comme Pamela Geller et le Getstone Institute. c'est ça. Vous étiez fondateur en 1976 d'Ifissimo, c'est ça? C'était un site pionnier C'est de vrai, vente absolument, en que vous avez, France, que que vous quand avez je vivais revendu en en France, 2007, que j'ai c'est ça. revendu exactement en 2007, absolument. Et ben voilà, donc ça c'est la présentation, petite présentation pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore. Bon, on va parler de la politique américaine puisque vous vivez là-bas, puis vous êtes spécialiste aussi. Je voulais avoir votre avis sur les premiers jours du mandat de Biden. Qu'est-ce que vous en pensez? Vers quoi on va? Est-ce que ça va être catastrophique pour les États-Unis? Je voulais avoir votre avis de manière générale sur ces premiers jours déjà, sur tous les accords qu'il a signés. Recordman d'ailleurs. Donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Écoutez, par principe, par principe, pour moi, ma règle, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qui veut dire que lorsqu'il a été élu et qu'il a commencé à prendre sa place et à prendre position à la Maison-Blanche, j'ai pensé qu'il était honnête de lui donner le bénéfice du doute et d'attendre de voir sur pièce. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai été, comme beaucoup d'ailleurs, je crois, étonné qu'il ait fait un virage très à gauche quasi immédiatement dès qu'il a pris fonction et dès qu'il a commencé à signer les ordres exécutifs qu'il a signés. Clairement, ce type qui, à mon avis, n'a plus toute sa tête et ne sait pas vraiment ce qui se passe autour de lui, clairement, il a signé des ordres exécutifs comme jamais l'Amérique n'en a jamais vu. On a fait un virage à l'extrême gauche radical, radical. Alors, c'est paradoxal parce que plus il va tenir ses promesses et plus on s'enfonce. Et donc, on aimerait pour le coup qu'il ne tienne pas ses promesses. Malheureusement, il les tient et que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la contre-culture d'extrême gauche et progressiste, c'est pratiquement un sans faute dans la catastrophe. On est revenu c'est pire qu'à l'époque de Barack Obama. Et je pense qu'on se prépare des jours assez difficiles, mais, mais en même temps, plus cela va être difficile, plus nous avons de chances de reprendre le Congrès dans 2 ans. Je pense que, Oui, je pense que le virage très à gauche sur au moins 3 sujets va choquer les Américains qui aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce qui se passe encore. Mais que ce soit l'immigration avec la catastrophe qui se prépare, parce que l'immigration porte ouverte, il y a déjà le chaos qui se forme au Texas, les caravanes vont arriver et les Américains, majoritairement, que ce soit droite ou gauche, démocrates ou républicains, sont hostiles à l'immigration sauvage. Donc que ce soit l'immigration, que ce soit l'économie, s'ils passent leur plan de 1,9 milliard de milliards avec une hausse des salaires minimum à 15 dollars, ça va être une hécatombe en matière de chômage et en matière économique. Ou que ce soit d'un point de vue culturel, l'explosion de la censure, ils veulent faire fermer Fox News et Newsmax et OAN et comment dirais-je, les big tech oui, censurent à tour de c'est bras. ça. Que ce soit sur ces 3 Ouais. domaines-là, les Américains vont se réveiller, ils vont pas aimer ça. Et vers qui les regards vont se tourner s'il se passe ce qui est en train de commencer à se passer? Ils vont se tourner vers un seul homme qui s'appelle Joe Biden. Et ça va être catastrophique pour eux.
Ouais. Donc, en effet, comme vous disiez, en effet, il y a Biden, pour l'instant, tient ses promesses, mais hélas, pas dans le bon sens, quoi. Donc, c'est vrai que on s'aperçoit quand même qu'il est énormément tourné vers l'idéologie d'extrême gauche de Kamala Harris. Est-ce qu'il y a pour vous, il y a une potentielle chance que Kamala Harris reprenne le mandat de Biden en cours? Écoutez, je En fonction des n'aime pas en circonstances, général, évidemment. faire des spéculations, je n'aime pas faire des hypothèses basées sur rien. Je préfère faire mon métier de journaliste en analysant les faits et les informations qui sont disponibles. Il est vrai que d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue légal, s'il arrivait quelque chose au président Biden, c'est Kamala Harris qui la remplacerait. Euh, Techniquement, c'est un fait. Ceci étant, n'oublions pas que Kamala Harris est détestée par les Américains. N'oublions pas Ouais, que lors des primaires démocrates, elle a été éjectée de la campagne alors qu'elle était à 3% ouais, d'intention de vote et qu'elle n'arrivait pas à trouver de l'argent pour continuer sa campagne. C'est une femme que les démocrates n'aiment pas et les républicains encore moins. Donc, je n'ose pas imaginer notre pays dirigé par elle. ouais, c'est vrai. Mais beaucoup parlent justement des problèmes de santé de Joe Biden et ce serait peut-être le moyen pour, selon les circonstances justement actuelles qui pourraient faire que Kamala prenne la présidence. Beaucoup parlent d'un Biden très très affaibli déjà et c'est ça qui pourrait faire que Kamala passe présidente. Oui, oui, Euh, oui, c'est la... je comprends cette hypothèse. C'est vrai que lorsqu'on on le voit des fois dans les vidéos, il a plus toute sa tête, quoi. Il a plus toute Oui, sa tête, mais il semble être bien dirigé par sa femme, hein. Dr Jill a l'air de faire un bon ouais. travail. Ouais, je crois que c'est elle qui a écrit ses discours apparemment. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu plusieurs fois que c'est elle qui répond à sa place lorsqu'on lui pose des questions à lui. C'est ça, exactement. Je voulais avoir votre avis aussi, votre opinion. On a vu quand même que les élections étaient très controversées par beaucoup de tricheries notamment. Je voulais avoir votre avis par rapport à ça parce que le problème, c'est que même si la politique de Biden est catastrophique ou sera catastrophique, on aura en tout cas son bilan dans 4 ans. Est-ce que vous pensez On aura que son le bilan système... avant. On aura son bilan bien avant. Oui, bien sûr, tout à fait. On pourra en tout cas faire un bilan de tout ce qu'a fait Biden, de tout ce qu'a accompli Biden, en tout cas sur 4 ans. Est-ce que vous pensez justement par rapport à toutes les controverses qu'il y a eu sur ces dernières élections, de fraude d'ailleurs massive, parce que Trump soutient toujours actuellement d'ailleurs, qu'il serait possible encore pour justement les républicains de pouvoir gagner les futures élections par rapport justement au contexte des élections, du système électoral actuel en tout cas. Alors, notons une chose. La première, c'est que dans le contexte de la fraude que nous avons tous observé, une quinzaine de, de républicains ont tout de même été élus à la Chambre et ont donc pris des postes sur les démocrates. Donc dans ce contexte-là, n'oublions pas que les républicains ont tout de même, aux échelons locaux, aux échelons des États pour la Chambre des représentants, ont pris des postes. Donc fraude il y a eu, mais il y a surtout eu pour le poste de président. Et dans 2 ans, ce ne sont pas des élections présidentielles. Donc c'est la première chose qu'il faut constater. La deuxième, c'est un peu moins, disons, optimiste. J'ai, comme beaucoup, constaté que Trump a un peu perdu les pédales après le 3 novembre. Il n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la fraude et il n'a pas pris les dispositions qu'il aurait dû prendre pour essayer de la faire
de l'affaire révélée. Et je dois même dire que même bien avant, puisque en mois de mai, de mémoire, au mois de mai 2020, il avait annoncé qu'il y aurait une fraude massive et il n'a strictement rien fait pour la contrer. Donc, on peut espérer maintenant que, et je pense qu'il en parlera cet après-midi lors de la CIPAC, on peut espérer qu'il va prendre la mesure des choses qu'il faut faire pour protéger l'intégrité des élections. Je pense que plusieurs États vont réformer leurs lois. Ça a commencé à intervenir, pas les États démocrates évidemment, mais les États républicains. La question se posera bien sûr sur les États qui peuvent bouger, puisque c'est là que les enjeux se jouent. Je pense qu'il faut attendre de voir. Il me semble qu'en Géorgie, déjà, ils ont commencé déjà à changer quelques règlements sur les prochaines élections. Il me semble qu'il y a eu un vote qui a été fait. Justement, ça va nous amener au futur des républicains, puisque c'est de ça qu'il est question, notamment à la CEPAC. Est-ce que pour vous, on peut être optimiste sur le futur des républicains, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu pas mal de déchirements à l'intérieur des républicains. On a vu plutôt une frange du côté de Mitt Romney qui n'a pas hésité à soutenir en tout cas, on va dire soutenir les démocrates, mais en tout cas aller contre Donald Trump de manière publique. Et on voit une autre frange des républicains qui est très clairement pro-Trump. On voit d'ailleurs que Trump est en tête actuellement des sondages chez les républicains. Donc, il reste quand même largement le favori. Pour vous, c'est quoi l'avenir des Républicains? Est-ce que l'avenir des Républicains passera forcément par Donald Trump, ou est-ce que vous voyez potentiellement un autre candidat monter et prendre le lead du parti? Alors, je pense que aujourd'hui, il y a un leader au Parti républicain et il s'appelle Donald Trump. Je pense que c'est absolument clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. La CIPAC tourne clairement autour de Donald Trump. Vous avez vu que les anti-Trump n'ont pas été, ou ils n'ont pas été invités, ou ils ne sont pas venus. Ouais. S'ils ne sont pas venus, ouais, c'est qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas leur place là-bas. Je pense que le doute n'est pas permis. Le Parti républicain aujourd'hui, c'est le parti de Trump. Aujourd'hui, demain et pour un long moment, au moins jusque 2024. Est-ce que Donald Trump sera candidat en 2024? Nous l'ignorons. Il n'y a aucun élément aujourd'hui qui permette de faire des hypothèses ou de le savoir. C'est bien trop tôt. Je pense qu'on peut dire prudemment que si l'économie s'écroule, il est plus possible que Trump serait tenté de se présenter en 2024 que si le pays se maintient à peu près à flot. Je pense que c'est à aujourd'hui la seule petite lumière qui laisse entrevoir que Trump pourrait se présenter. Maintenant, en 2022, puisque c'est vraiment la prochaine, enfin 2023, c'est-à-dire les élections, les midterms, c'est la prochaine échéance. Je pense que c'est Trump qui va mener la danse, c'est Trump qui sera le faiseur de rois et c'est Trump qui fera et défera les candidats. Je pense que les Américains, globalement, sont derrière Donald Trump. Le peuple américain n'est pas derrière le Parti républicain traditionnel de Washington. Je pense qu'il a rejeté en 2016 le parti traditionnel, le marécage républicain de Washington, comme il a rejeté le marécage démocrate. Je pense que les Américains ont voulu Donald Trump en 2016 et ils le voudront beaucoup plus encore maintenant qu'ils y ont goûté. Oui, c'est ça, on espère en tout cas, parce que c'est vrai que comme on mettait en doute le problème, c'est ça en fait, c'est qu'on met en doute les élections et non pas la popularité de Donald Trump, puisqu'on sait que sa popularité est énorme, il a fait plus de 75 millions, 67 millions d'électeurs.
Donc la popularité est là. Maintenant, on espère que les élections, si les élections, comme vous l'avez dit avant, réussissent à redevenir des élections viables, il n'y a aucune raison que Donald Trump ne soit pas réélu s'il se présente. Peut-être que pour les républicains, le combat sera peut-être justement de faire que les prochaines élections de 2024 soient des élections fiables. Vous ne pensez pas? Ah ben, ce serait souhaitable parce que il serait temps qu'il se réveille. Vous savez, j'ai très peu de respect pour le Parti républicain et les élus républicains parce que je constate depuis une dizaine d'années à quel point ils sont empotés, à quel point ils sont Ouais. lourdeaux. Ils jouent au domino pendant qu'en face, les démocrates font de l'aïkido et de la boxe et de la boxe de rue. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est assez répugnant de voir des gens aussi passifs face, face à des démocrates aussi vicieux. C'est terrible. C'est terrible. Et Ça fait mal au cœur. il y a une nouvelle génération, on a l'impression, de républicains qui sont un peu issus du Trumpisme, là, comme des Gaetz, Ron DeSantis, des gens comme ça, qui donnent un Oui, peu de fraîcheur quand même à ce Tom Cotton, par exemple, qui donne un peu de oui. fraîcheur quand même à ce parti qui est un peu enlisé. Vous en pensez quoi de cette nouvelle génération qui, on voit, là, très moderne, qui représente les valeurs conservatrices et en même temps qui apporte un peu justement de renouveau dans le parti? Est-ce que c'est une bonne chose pour les Républicains, pour vous? C'est le mieux qu'on puisse leur souhaiter. Je ne sais pas euh, ce que cela donnera quand ça se frottera au temps et à Washington. Je ne sais pas comment ça fonctionne à Washington pour ces gens-là. Je sais que la corruption à Washington est quelque chose de très très puissant. Le marécage, on l'a vu avec Donald Trump, est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que tout ce qu'on a pu imaginer. La corruption est absolument partout. Donald Trump nous a apporté la preuve d'une corruption beaucoup plus importante encore que ce qu'on supposait. Et donc, est-ce que ces jeunes républicains dynamiques vont résister aux pressions? Qui peut le dire? Qui peut le dire? Quand on les a vus le 6 janvier, ils n'avaient pas hésité à dénoncer les fraudes, quitte à mettre, en plus c'était justement dans la période où c'était très, très compliqué même de parler, puisque il y a eu les problèmes au Capitole. Et donc, il y a eu beaucoup de pression justement sur les sénateurs qui étaient présents pour justement qu'ils ne parlent pas. Et puis, on a vu certains qui se sont quand même révélés et qui n'ont pas hésité quand même à dénoncer les fraudes malgré les pressions des démocrates justement pour faire passer l'élection de Biden le plus vite possible, en tout cas le collège électoral le plus vite possible. On les a vus quand même monter au front et résister. Donc, c'est quand même un des bons signes, on peut dire. C'est exact. Mais qui était président le 6 janvier? Donald Trump. Qui est président aujourd'hui? Joe Biden. Et la machine de la censure et de la cancel culture marche à fond. Je vous répète, je ne sais pas quelles seront les victimes et quelle sera l'ampleur du désastre. Il y aura des victimes. Il y aura des victimes. Aujourd'hui, ils sont une poignée, ils sont une dizaine sur combien? Sur 500. Ouais. Il y aura des victimes. Je ne sais pas comment le parti en son sein va résister. Il va résister grâce à Donald Trump. C'est certain qu'il va Ben, résister grâce à Donald Trump et des gens comme Mitch McConnell font partie des gens que le peuple américain de droite déteste. tout à fait. Tout à fait. On a pu aussi voir aussi que des changements, je voulais avoir votre avis sur ça, des changements, on va dire, euh, changement de veste, on peut dire ça comme ça, notamment de Nikki Haley. Nikki Haley qui a été l'ambassadrice américaine à l'ONU et À qui a l'ONU, pris oui. quand même, ouais, qui a pris tout à fait des positions, pourtant qui étaient d'ailleurs excellentes, et qui a pris des positions clairement en disant qu'il ne fallait pas écouter Donald Trump et qu'on n'aurait pas dû justement aller de son côté. Euh,
Vous êtes déçu par Nikki Haley, qui était quand même prédite pour être, pourquoi pas, même la première femme présidente des États-Unis, qui a été mise en avant d'ailleurs par Donald Trump lui-même. On a l'impression que tout le monde, les gens que Donald Trump a choisis, on a l'impression qu'à la fin, ils se retournent un peu contre lui. Votre avis sur Nikki Haley? Alors, Nikki Haley a beaucoup déçu récemment, c'est vrai, et on avait beaucoup d'espoir sur elle. Elle a été formidable à l'ONU. Elle a été une femme exceptionnelle, avec un courage exceptionnel. Mais souvenez-vous que l'année dernière, brutalement, elle a donné sa démission. Elle a donné comme prétexte des motifs personnels. On n'a jamais connu les raisons officielles profondes de sa démission, mais elle a disparu de la scène politique d'un seul coup pour, dit-elle, se consacrer à sa famille, ce qui est possible d'ailleurs, hein. Mais elle a disparu il y a un peu plus d'un an. Et effectivement, vous avez raison de dire que les gens en qui Trump avait confiance, à un moment donné, se sont retournés. Je pense que Trump a un caractère difficile, parce que il est très très cash, et lorsque il en veut à quelqu'un ou lorsqu'il a quelque chose à dire, ben, ça sort avant même qu'il ait le temps d'y réfléchir. Il a plusieurs fois parlé à tort et à travers dans des situations où ça ne pouvait pas lui profiter, où ça pouvait que lui nuire, et qui ne pouvait absolument pas en tirer le moindre bénéfice. Les mots lui sortent souvent très très vite de la bouche. On a l'impression que des gens en qui il avait confiance et qu'il aimait bien ont été à un moment donné froissés par lui. Et donc, une personne, deux personnes, trois personnes, au bout d'un certain temps, on se dit, il y est forcément un peu pour quelque chose. Il y a quelque chose dans son caractère. Je ne le connais pas personnellement, mais je constate qu'un certain nombre de personnes qui étaient proches de lui, à un moment donné, se sont éloignées et lui en ont voulu. Ça suit un peu l'article que vous avez posté aujourd'hui, il me semble, sur les deux juges qu'il a nommés à la Cour. Kavanaugh Kavanaugh et Ami, et qui n'ont pas, qu'on attendait un petit peu pour prendre justement les bonnes décisions lors de l'appel de Ted Cruz. On attendait énormément d'eux. Finalement, ils ne se sont pas prononcés. Il y a eu aussi Bolton, son ancien secrétaire d'État, qui est parti. Son ancien avocat, Michael Cohen, je crois, qui est parti. Donc on voit quand même, il y a pas mal de personnes. Et son conseiller, et son premier conseiller, comment il s'appelle j'ai un trou de mémoire. Son premier conseiller qui est copropriétaire de Breitbart News. Vous voyez oui. Vous voyez de qui je veux parler? Vous avez un trou de mémoire, vous aussi? Il y a eu un moment où il a attaqué fortement Donald Trump pour après le calmer. Steve Bannon. Exactement, Steve Bannon. Souvenez-vous que lorsqu'ils se sont séparés, il y a eu une période d'une quinzaine, 3 semaines, où il a tapé sur Trump dans Breitbart. Il a perdu d'ailleurs énormément de lecteurs à l'époque, et il était très très remonté. Et il y a d'autres exemples comme ça. Et puis Mike Pence. Et Mike Pence, c'est quoi les relations de Trump et Mike Pence vous pensez? Elles sont très froides. On a lu tout et son contraire un peu. Oui, et Mike Pence a été chaleureusement invité à la CIPAC et il n'est pas venu. C'est ça. Il n'est pas venu. Mais vous pensez que c'est par rapport à Trump qu'il n'est pas venu, ou c'est parce que... Mais bien sûr. Mais bien sûr que c'est par rapport à Trump. C'est bien sûr que c'est par rapport à Trump. Il n'a pas aujourd'hui envie de lui parler. Trump lui en veut pour son attitude lors du 6 janvier. Trump est convaincu que Pence avait l'autorité pour rejeter les listes dissidentes, et Pence est convaincu que constitutionnellement, il n'avait pas le droit de le faire. Et Trump lui en a voulu. Et lui en veut peut-être encore maintenant. Ouais. Donc c'est
c'est une rancune on sait que Trump est un peu rancunier. On sait ça un petit peu. Qu'il n'oublie pas les choses et que il en a toujours voulu. Il s'en rappelle du discours d'Obama quand il avait fait son fameux discours devant tout le monde où il s'était un peu moqué de lui. Il s'en était souvenu depuis ce jour-là et je pense que c'est peut-être quelque chose aussi qui l'avait motivé pour se présenter comme président et finalement ça lui a permis de gagner. Je ne suis pas certain de ça, car vous avez sans doute comme moi vu des anciennes interviews de Donald Trump qui remontent à il y a 20-25 ans, où il n'excluait pas l'idée de se présenter un jour aux élections présidentielles. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il nourrissait depuis très longtemps, et je ne suis pas certain que ce soit en réaction aux moqueries de Barack Obama. Je ne suis pas certain que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui lui est arrivé il y a 2 ans, en effet. C'est vrai que c'est. Voilà. Et il en parlait déjà depuis pas mal d'années, tout à fait. Je voulais avoir votre avis, je sais que vous êtes spécialiste aussi de. Parce que vous allez souvent en Israël, vous êtes spécialiste de la politique israélienne aussi. Je vis en partie, je vis entre Tel Aviv et Los Angeles, donc vous avez la nationalité israélienne? Oui, j'ai une triple nationalité. D'accord, très bien, ok. Donc, votre avis justement sur la politique américaine, en tout cas de l'administration Biden et d'Israël. On savait qu'à l'époque de Trump, c'était le meilleur allié d'Israël. Il l'avait clairement affiché, notamment la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël de manière officielle. La même chose pour le Golan, où il avait reconnu clairement que le Golan était devenu israélien, un territoire israélien, et idéalement aussi pour ce qu'on appelle les colonies, en tout cas les implantations en fonction de la sémantique que certains veulent employer, qui étaient pour lui légales et qui n'étaient pas en tout cas une colonisation. Donc, il y a eu clairement une politique, et puis Nikki Haley aussi, qu'on avait cité avant, qui avait clairement une politique pro-israélienne des États-Unis. Est-ce que vous pensez que sur Biden, ça va être la même chose? Non, non, ça ne va pas être la même chose. Je pense qu'on va revenir, on est déjà revenu aux années Obama d'hostilité. Alors, il n'y a pas la même hostilité personnelle. Barack Obama déteste Benjamin Netanyahou. Il a même investi de l'argent des contribuables américains pour essayer de faire élire sa concurrente Tzipi Livni en 2015, je crois, lors des élections israéliennes. Il a financé un groupe qui s'appelait V15 et qui a essayé de faire capoter la réélection de Benjamin Netanyahou, ce qui n'a pas marché. Il y avait une haine personnelle de Barack Obama envers Netanyahou. Il n'y a pas cette haine personnelle de Joe Biden envers Netanyahou. Ils se connaissent depuis très très longtemps et ils ont des rapports qui sont tout à fait cordiaux. Mais la politique étrangère des États-Unis va ressembler à celle de Barack Obama, c'est-à-dire on s'écarte de l'islam sunnite et on se rapproche de l'islam chiite, puisqu'il y a des appels du pied très très forts vers l'Iran et ils se sont engagés à renouer les accords sur le nucléaire iranien et à de nouveau apaiser l'Iran. Et des gestes sont déjà en cours envers les Palestiniens. Donc il va y avoir un retour à la politique de Barack Obama, c'est-à-dire qui consiste à exiger d'Israël des compromis pour une paix avec les Arabes palestiniens, pour créer un État palestinien et aucun compromis exigé des Palestiniens, c'est-à-dire un peu la politique européenne et la politique de Barack Obama. Oui, ce qu'avait fait Donald Trump, c'est-à-dire qu'il avait tout simplement privé de subventions l'autorité palestinienne si l'autorité palestinienne continuait à financer les terroristes palestiniens, en tout cas les prisonniers palestiniens. Non, Est-ce que Abbas non, c'est pas Donald Trump, ça. Ça, c'est le Congrès qui a voté cette loi.
qui a voté une loi, je n'ai plus le nom en tête de la loi, mais elle est nommée après un jeune américano-israélien qui a été tué par des terroristes du Fatah, c'est-à-dire du parti de Abbas. Et cette loi est en vigueur, mais vous savez que toutes les combines et toute la corruption qu'on connaît et dont on a été les témoins, ils seront capables, le Pentagone et le secrétaire d'État seront capables de contourner la loi et de fournir des aides financières de façon détournée aux Palestiniens. Donc c'est quelque chose qui a été voté par le Congrès américain et à une majorité très importante que l'argent américain ne peut pas servir, ne peut pas être remis aux Palestiniens tant qu'ils financeront, tant qu'ils verseront des salaires aux terroristes. C'était appliqué sous le mandat de Donald Trump. Absolument, oui, absolument. Obama, c'était pas d'accord. C'est ça. C'était Kouchner qui était venu à l'époque parler à Mahmoud Abbas, et même c'était Trump aussi. Il avait une conversation avec Abbas qui paraît que ça s'est très mal passé d'ailleurs. Et depuis, les relations ont été coupées avec le président de l'autorité palestinienne. Absolument, donc, parce que Trump avait demandé à Mahmoud Abbas de faire un certain nombre de compromis, ce qui avait profondément choqué Mahmoud Abbas, qui n'avait jamais entendu ça. On lui avait jamais demandé auparavant, ni les Européens, ni les Français qui interviennent fortement dans le conflit, ni les Américains, n'avaient jamais demandé aux Palestiniens de faire des compromis pour arriver à la paix. C'est seulement aux Israéliens qu'on demandait des compromis. Et donc Mahmoud Abbas avait été très très choqué que Donald Trump ose lui demander de faire des compromis et de demander des compromis aux Israéliens, de compromis aux deux parties. Donc selon vous, ça va revenir à une politique normale, en tout cas la politique d'Obama entre Israël et l'autorité palestinienne. Absolument, absolument. Et dans la mesure où il va y avoir des élections dans un peu moins d'un mois en Israël et que le Premier ministre Netanyahou, pour l'instant, selon les sondages, semble se diriger vers une réélection, la politique israélienne devrait résister plutôt bien aux attaques pro-arabes. Ouais, pour Netanyahou, on peut parler même de réélection. Parce qu'il a été élu. Il a déjà été élu, je pense, ça fait à peu près 10 ans qu'il est réélu, Netanyahou. Plus que ça. Plus que ça, 2009. Hein. Oh, 2009. C'est fou. Il est dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement depuis, je sais pas, au moins 20 ans maintenant. Ouais. Une question par rapport à ça, juste parce qu'on est sur le thème d'Israël. Est-ce que vous pensez, pour vous, que Netanyahou est toujours l'homme de la situation? Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué la politique en Israël parce que il y a une gauche qui est très forte et on sait très bien que actuellement Netanyahou c'est peut-être le seul rempart face à la gauche, en tout cas qui arrive à réunir en tout cas un petit peu tout le monde. Est-ce que vous pensez que Netanyahou est toujours l'homme de la situation en Israël ou pour vous il faudrait qu'il laisse le flambeau à quelqu'un d'autre? Alors, je vais vous dire. Votre opinion. Mon opinion est la suivante. D'abord, je crois que aucun homme d'État, vivant ou du passé, n'a jamais été exempt de faute. On ne peut pas citer un seul homme politique vivant ou mort qui n'ait jamais commis d'erreurs ou qui n'ait jamais commis de choses douteuses. Ça n'existe pas nulle part dans le monde. Ça, c'est une chose. Et donc Netanyahou, comme Trump d'ailleurs, ne sont exempts de reproches. Ils ne sont pas exempts de reproches. Maintenant, jusqu'à présent, Netanyahou a réussi pendant toute sa gouvernance à éviter les guerres avec le Hezbollah, qui est le groupe terroriste le plus important au monde, qui agit jusqu'en France, puisque souvenez-vous qu'il y a eu une tentative d'attentat en banlieue parisienne à Villepinte il y a quelques années. Donc,
Netanyahou est le premier dirigeant politique israélien qui a réussi à éviter les conflits avec le Hezbollah. Et d'ailleurs, ça fait penser à Donald Trump, qui est le premier président américain depuis une cinquantaine d'années qui n'a déclenché aucune guerre. Et donc, il y a une similitude idéologique et pratique dans leur doctrine. Donc, à ce titre, pour la sécurité des Israéliens, Netanyahou est l'homme de la situation indiscutablement, puisqu'il l'a prouvé. On peut difficilement, étant conservateur comme je le suis, et je pense que vous l'êtes aussi, on peut difficilement mettre à pied d'égalité la réalité et les hypothèses et les possibilités. La réalité de ce qui a été réalisé par Netanyahou, c'est la paix, c'est le maintien de la sécurité dans des conditions qui ont été plus ou moins difficiles, très difficiles avec Barack Obama, et Oui. on ne peut pas savoir ce que serait une alternative. Alors, il existe des alternatives solides en Israël, il y a des jeunes qui montent et qui promettent de pouvoir assurer la relève. Je vais un peu vous contredire quand vous dites que la gauche est forte en Israël. Non, la gauche est plutôt faible en Israël. La gauche a énormément perdu de son ampleur, elle a énormément perdu de sa capacité de nuisance et elle a énormément perdu d'une manière électorale. Les travaillistes aujourd'hui, ils pèsent que quelques sièges à eux tout seuls. Donc, je pense que la droite israélienne est très forte et que ce soit avec Netanyahou ou avec son futur remplaçant ou sa remplaçante, puisqu'on parle beaucoup de Ayelet Shaked, qui a été une formidable ministre de la Justice, je pense que le pays est plutôt dans des conditions très très bonnes pour assurer son avenir. C'est une bonne nouvelle, en tout cas pour la droite israélienne et pour Netanyahou. Mais c'est vrai que par rapport à la gauche, c'est plus, on va dire, pour le peuple israélien de toute façon. Mais c'est vrai que par rapport à la gauche, c'est peut-être plus en effet, on va dire, un mouvement anti-Netanyahou qu'un mouvement gauchiste en lui-même, même s'il y a quand même une forte, comme un peu partout, l'extrême gauche est quand même présente, même dans les médias israéliens. Mais il y a quand même une très très forte, en tout cas, idéologie anti-Netanyahou en Israël, qui donne du crédit, en tout cas, à ses adversaires. Absolument. Mais je vais faire un autre. On lui a mis pas mal d'affaires dans le dos, les affaires des cadeaux bien sûr empoisonnés là qu'il aurait reçus et tout ça pour essayer justement de ternir. Et d'ailleurs, il a toujours été aussi innocenté, un peu comme Donald Trump, beaucoup de procès, mais enfin, procès qu'il donne à chaque fois. Exactement. Et je vais faire un autre parallèle, d'ailleurs, mais pour des raisons différentes. Vous remarquerez que Donald Trump, comme Netanyahou, ont le talent de s'attirer les hostilités de leurs proches. Et regardez combien de proches de Netanyahou se sont retournés, sont devenus des anti-Netanyahou. Alors, Netanyahou, c'est parce que c'est un politicien qui navigue de manière, comment dirais-je, de manière assez politicienne. Il fait de la politique politicienne pour rester politiquement correct. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des croche-pattes à des proches pour naviguer politiquement. Trump vire les gens face à face. Il leur donne des coups. Trump donne des coups de couteau dans le ventre et Netanyahou des coups de couteau dans le dos. Globalement, si je veux être un peu cru et un peu caricatural. Mais ils ont tous les deux le don de s'attirer les foudres d'anciens amis. D'anciens collaborateurs, oui, tout à fait. Je voulais revenir à ce qui se passe aux États-Unis, puisque bientôt ça va être on est donc à la CEPA qui se passe actuellement à Orlando. Il y a beaucoup d'intervenants conservateurs donc, qui sont passés, notamment Ted Cruz, il y a Tom Cotton, le fils de Donald Trump Jr., Ron DeSantis, et donc Donald Trump qui devrait intervenir tout à l'heure à 3h. 3h40. Côté Est. Ouais, côté Est. Donc, je voulais avoir votre opinion. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intervention de Donald Trump à la CEPAC? Est-ce que vous voyez une annonce, une grande annonce, ou pour vous, il va rester dans ce qui a été dit depuis le début
à Alors, savoir. d'abord, je vais vous faire part de mon vœu, de mon souhait. Oui, oui. J'espère que Trump ne va pas parler du passé, mais qu'il va parler du futur. Ça, c'est mon souhait. J'espère qu'il ne va pas ressasser, la fraude électorale et la chasse aux sorcières et tout, et comment les médias ont été malhonnêtes avec lui pendant 4 ans, et qu'il ne va pas revenir sur la collusion russe et le hoax de la Russie. J'espère qu'il ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on l'a entendu et réentendu, et je ne crois pas qu'il y ait une seule personne à la CIPAC et parmi les gens qui regardent qui ne sont pas au courant. Ça, c'est mon souhait. Et On va donc, avoir peut-être on va peut-être avoir un I win by a landslide peut-être. Je n'ai pas bien compris, il y a eu une coupure. Parce qu'à chaque fois quand il fait un discours, il aime bien dire j'ai largement gagné. Dans tous ces discours qu'il fait, j'ai largement gagné. Donc peut-être on va l'avoir celui-là. Oui, mais j'espère qu'il ne va pas s'étendre dessus et qu'il va parler de l'avenir. Et donc, s'il parle de l'avenir, de quoi va-t-il parler? Il va parler d'abord du point le plus important, à savoir, il va confirmer une idée qui, à mon avis, ne reposait sur rien et qui indiquait que les gens, même ses partisans, ne comprennent pas Donald Trump. Il ne va pas former un troisième parti. C'est pour n'importe qui a un peu l'esprit d'entrepreneur, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été entrepreneur dans une vie ancienne, et donc je comprends bien la mentalité de Donald Trump. Donald Trump ne va pas diviser les forces pour lutter contre l'ennemi. Donc il ne va pas créer un troisième parti. Ça, c'est une certitude, et je pense qu'il va clairement l'annoncer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il va clairement annoncer les combats des prochains mois et des prochaines années. Ça, ce qui me paraît le plus souhaitable et le plus probable, c'est-à-dire la lutte pour faire en sorte que les élections soient de nouveau fiables et que le processus démocratique puisse se produire. Je pense qu'il va dénoncer, toutes les pires choses que Joe Biden a déjà faites et s'apprête à faire. Je pense qu'il doit le faire et il va le faire. Je pense qu'il va parler du mouvement conservateur sous la houlette de Donald Trump. Il va rappeler les fondamentaux de sa doctrine, et j'espère qu'il va clairement indiquer que les Never Trumpers républicains, le marécage puant de Washington, la ligne McConnell et Liz Cheney et autres, vont avoir du souci à se faire. Voilà ce que j'attends, voilà ce que j'espère que Trump va expliquer lors de son discours. Oui, on espère aussi. On va suivre ça, en direct, et puis on fera un petit bilan de tout ce qui va être dit. On voulait terminer avec vous sur le coronavirus. Vous vivez à Los Angeles, en Californie, qui est dirigé par un démocrate, on est d'accord? Oui, ça, c'est pas nouveau. Hein. Oui, c'est Gavin Newsom. C'était pas le dernier gouverneur républicain, c'était Arnold Schwarzenegger. Il était républicain, Schwarzenegger? Il était indépendant. Il était indépendant, hein, d'accord. Il était indépendant, et il a été un très mauvais gouverneur. Ah, vous voyez, c'est bien que vous le dites, parce que on a eu beaucoup d'avis contraires qui disaient comme quoi il a été excellent, qu'il a fait du bon travail. Pas du tout. On était au bord de la faillite quand il était gouverneur. Voilà, c'est très. Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, donc c'est bien que vous dites justement. Écoutez, je préférerais 1000 fois un excellent démocrate qu'un très mauvais. Vous voyez, voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc actuellement, c'est donc Gavin Newsom qui est gouverneur de Californie. Pas pour longtemps, j'espère. Pas pour longtemps, qui a justement beaucoup de problèmes actuellement pour sa mauvaise gestion
du Oui, Covid, en tout cas, fermeture de beaucoup de business, des commerces, des restaurants, et il y a oui, beaucoup donc d'actions en justice contre lui. oui. Comment ça se passe là-bas? Vous, comment vous voyez ça? Comment vous vivez ça pour avoir votre point de vue? Écoutez, je suis personnellement, je suis très très prudent avec le coronavirus depuis, ça fait un an maintenant, depuis un an Ouais. qu'on a commencé à en parler, j'ai étudié le sujet et je n'ai pas écouté les recommandations des gouvernements, j'ai écouté mon propre bon sens et ma propre analyse. Et donc, je vis Vous faites bien. selon mes critères et mon critère est un critère de prudence forte. Je ne veux pas vous raconter ma vie privée, mais j'ai toute ma vie refusé de me rendre en Afrique parce que j'ai toute ma vie eu peur de ces maladies qu'on attrape là-bas et dont on garde des séquelles toute sa vie et pour lesquelles on est obligé de prendre des médicaments toute sa vie. J'ai entendu Oui. parler de ça pendant longtemps. Je me souviens qu'il y a à peu près 30-40 ans, j'étais ami avec le neveu du président d'un pays africain, le Togo pour ne pas le nommer, qui m'a à l'époque proposé de s'associer avec moi pour essayer de monter des entreprises là-bas. Et j'ai refusé parce que j'avais peur de me rendre en Afrique pour toutes ces petites maladies et ces microbes. J'ai pas changé. Et donc, je mets mon masque quand je sors dans la rue, j'invite pas d'amis à la maison, je refuse les invitations pour l'instant. Pour moi, le coronavirus c'est une saloperie de maladie et je veux rester le plus loin possible de ça. Donc, d'un point de vue personnel, je ne suis pas handicapé par les fermetures, mais je suis toujours étonné de recevoir dans ma boîte email des invitations des restaurants de New York qui ont rouvert et en terrasse et où on me propose de prendre une réservation et pas à Los Angeles. Donc vous, vous êtes plutôt très prudent et bon après c'est totalement votre droit et vous avez d'ailleurs raison par rapport au Covid. Et donc pour vous, est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises sont des bonnes mesures de facto? Je vais vous dire, Parce que j'ai par pris mes rapport justement, distances. d'accord, Je vais vous dire le fond de ma pensée. J'ai pris mes distances depuis plusieurs mois sur le sujet d'accord. parce Oui, on vous entend que pas trop vous vous m'entendez prononcer pas. dessus dans vos, non non je disais Genre, dans les posts que vous dans les posts que vous faites, vous ne parlez pas beaucoup du Covid dans les. je n'en parle pas du tout. Je n'en parle pas du tout. Ouais. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée en répondant précisément à votre question où vous me demandez si je pense que c'est une erreur ou pas. Euh, Ouais, les mesures. tous les gouvernements du monde dont j'ai pu lire les comptes rendus, tous sont critiqués pour les décisions qu'ils ont prises et qu'ils prennent concernant le coronavirus. Tous sans exception. Un. Tout à fait. Deuxièmement, aucun gouvernement au monde n'était préparé à faire face à une histoire pareille, à une pandémie pareille. Au mois de novembre dernier, de novembre il y a un an, 2019, personne ne savait ce qui allait nous tomber dessus au mois de janvier, février. Personne au monde. Donc personne n'était préparé. Troisièmement, troisièmement, les gouvernements ont par moment fait des erreurs énormes, par moment pris des bonnes décisions et par moment pris de mauvaises décisions en pensant prendre de bonnes décisions. Les trois cas se Oui. présentent. Mais l'opposition politique a dénoncé systématiquement toutes les décisions dans le monde entier. Mais est-ce qu'ils ont proposé des solutions? Aucun n'a proposé de solution. Personne n'était en mesure de dire, moi, j'ai la solution, écoutez-moi et vous allez voir, ça va marcher. Personne ne pouvait le faire parce que personne ne savait rien. Et aujourd'hui, un an après, on sait toujours pas grand-chose. Et Tout à fait. pour terminer, je pense que les gouvernements du monde entier se sont retrouvés au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août,
au mois de septembre dernier, avec une pression extrêmement forte dont personne ne peut s'imaginer l'ampleur, parce qu'ils étaient en phase de pression contraire entre, d'un côté, l'obligation, le besoin de sauver la santé de leurs citoyens, de protéger la santé de leurs citoyens, tiraillement d'un côté, et de l'autre, le besoin de sauver leur économie. Et ce sont deux puissants vecteurs diamétralement opposés. Et cette double pression, à mon avis, elle est insoutenable lorsqu'on dirige un pays. Je pense que personne n'imagine à quel point cette pression peut être gigantesque, peut être forte. Et donc nous, de notre fauteuil ou de l'opposition politique qui n'avons pas à subir cette pression, c'est très facile de critiquer et de porter des jugements. Et pour cela, je veux m'abstenir de le faire. En tout cas, je comprends votre point de vue. Pour en venir aux États-Unis et puis à la Californie, puisque c'est là où vous vivez, on peut s'apercevoir que Trump, dès le début, avait quand même toujours soutenu le fait de vouloir garder l'économie ouverte. Il a appelé régulièrement à réouvrir, ce que la Californie, ce que New York a finalement fait, ce que d'autres États démocrates qui au début avaient refusé de faire ont finalement fait. On peut s'apercevoir que, par exemple, en Floride, sous DeSantis, tout a été laissé ouvert, les écoles aussi, que le port du masque n'est pas obligatoire, et qu'on s'aperçoit qu'en termes de chiffres, par rapport à un État comme la Californie ou New York, qui sont les deux plus gros États, ils ont un taux relativement bas de cas de Covid ou de morts de Covid avec une politique sans restriction. Donc c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions sur le fait que la Californie est un État qui connaît actuellement le plus de cas de Covid et de morts dus au Covid, tout en ayant fermé son économie et tout en ayant mis beaucoup de restrictions. Donc c'est vrai qu'avec maintenant un an de recul, on s'aperçoit que quand même beaucoup d'États républicains qui n'ont pas appliqué les mesures restrictives que l'OMS avait au début d'ailleurs dit, maintenant qui appelle justement à ne plus faire de lockdown, ce sont les États qui se sont le mieux sortis en termes de chiffres, en tout cas en termes de morts, où il y a moins de morts et moins de cas de Covid. Donc c'est vrai que la Californie est un peu le mauvais élève aux États-Unis, alors qu'ils ont quand même connu sans doute la politique la plus restrictive de tout le pays. Donc c'était un petit peu on peut dire un peu le bilan de cette année. Bien sûr, c'est pour ça que je veux avoir votre opinion. Est-ce que je peux me permettre de nuancer sans vous contredire, mais en apportant un élément nouveau à votre argument? Je pense que au-delà des décisions des États républicains et des États démocrates, je pense que Allô? Allô? Oui, ça avait coupé. Excusez-moi, ça a coupé. Oui. Je voulais vous dire qu'au-delà des décisions du gouvernement, il y a le comportement des citoyens. Car si les citoyens respectent les recommandations de prendre ses distances, de ne pas faire la fête et de ne pas se réunir en cluster ou pas, ceci a un impact sur le nombre de cas et le nombre de morts. Et donc, la qualité de comportement des citoyens est un élément qui aussi, à mon avis, doit être pris en compte. On a vu dans différents États, je me souviens de Spring Break, par exemple en Floride, où les jeunes respectent pas du tout les consignes, les recommandations de distance, et le coronavirus se diffusait de manière massive. Ou alors, ou même les émeutes suite à la mort de George Floyd, où les Black Lives Matter et Antifa
manifestaient les uns sur les autres, et il y a eu des cas de transmission qui n'ont pas été rapportés, bien sûr, mais des cas de transmission massive. Donc, n'excluons pas la responsabilité des citoyens. Tout n'est pas de la décision des dirigeants du pays. Tout à fait. Oui, c'est de ça qu'il est question, c'est la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que vous, à votre propre niveau, vous décidez de mettre un masque, vous décidez de ne pas aller dans certains endroits où il y a du monde, c'est votre responsabilité individuelle et justement, je pense que c'est une opinion qui est plutôt conservatrice, républicaine, à savoir que l'État n'intervient pas chez la responsabilité des personnes, à savoir, elle fait plutôt confiance aux gens que d'imposer quelque chose où on fait une restriction pour tout le monde. C'est-à-dire que Bravo. vous, à votre niveau, décidez, puisque vous êtes aussi conservateur, donc aussi vous êtes pour la responsabilité individuelle, que ce soit économique ou responsabilité de votre propre santé, de ne pas sortir ou de sortir. Et la différence peut-être avec un État démocrate, c'est que l'État démocrate va imposer aux gens de ne pas le faire. Et ce qui est d'ailleurs un peu, à mon sens, contre-productif, puisque vous savez très bien que quand on impose quelque chose aux gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont souvent tendance à ne pas obéir et à faire le contraire. Alors que si vous laissez les choses ouvertes, finalement, il y aura peut-être moins d'occasions de se réunir, parce que justement, le fait que ça ne soit pas interdit, vous n'êtes pas obligé de vous réunir à 50 dans un petit endroit clos, comme il y en a qui le font, parce que justement, ils n'ont pas d'endroit pour se voir. Donc, c'était pas le fait que ça soit démocrate ou républicain, mais c'est plus l'idéologie justement des républicains, qui est toujours la liberté de l'individu avant le choix de l'État. C'était plus sur ce terrain-là que vous mettez le doigt sur le cœur de la différence entre le socialisme et les idées conservatrices. Le socialisme, c'est un gouvernement central très puissant qui décide pour les citoyens, qui prend le pouvoir pour les citoyens et qui contrôle la vie des citoyens jusque dans les moindres détails. Et les conservateurs sont pour la liberté individuelle, pour faire confiance à l'individu et pour laisser l'individu prendre son destin en main, parce qu'on considère qu'il sait mieux qu'un gouvernement central. C'est exact. Alors maintenant, pour aller un peu dans votre sens, il est exact que on a vu des fermetures stupides et aveugles. Je me souviens que dans l'Illinois, il me semble, cette femme affreuse, le gouverneur, avait fait fermer la section bricolage de Target, mais la section alimentaire était ouverte. C'était ce genre d'aberration de la doctrine socialiste où on contrôle tout. Et là-dessus, vous avez 100 fois raison de dénoncer la stupidité et quelquefois des décisions criminelles. Et où, par exemple, d'avoir laissé ouverts les salons de tatouage, mais pas les boutiques, mais pas les salons de coiffure. Pour aller dans votre sens, c'est ce que disait Tom Cruise là, dans son discours à CEPA, qui disait on interdisait Ted Cruz, on interdisait les gens d'aller à l'église, mais on les laissait s'entasser dans les Walmart et on fermait certains petits commerces qui vendaient exactement la même chose qu'un Walmart, mais on laissait les Walmart ouverts. Enfin, il y a plein de petites mesures comme ça qui sont un peu qui n'ont aucune cohérence, et ce que je pense, c'est ce qui énerve un peu les gens, et ce qui fait que. Et ils ont bien raison d'être énervés. Finalement, tout à fait. Donc voilà, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas, Jean-Patrick. Ça fait un plaisir de parler avec vous pour vos analyses qu'on suit de très près sur Dreuze. Et on invite tout le monde à vous lire, évidemment, parce que vous faites. Il y a évidemment beaucoup de gens qui interviennent sur votre journal. Donc, il y a beaucoup d'interventions très, très pertinentes, notamment pour les francophones qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. Ça permet d'avoir des analyses en français qui changent évidemment de ce qu'on peut lire dans les médias mainstream. Donc, ça permet évidemment d'apprendre énormément. Donc, on invite tout le monde à lire
votre journal. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour terminer? Écoutez, d'abord, merci de votre invitation. Je pense que les médias mainstream n'existent plus, ils ne font plus d'information, ils font de l'éducation. Je ne pense pas qu'il faille encore les considérer comme des médias d'information. C'est de la propagande, maintenant ouverte, même plus sous couvert de diffuser de l'information factuelle. C'est une vraie plaisanterie. C'est entre le scandale et la plaisanterie. Je ne les regarde même plus. Je ne veux même plus savoir quelle bouffonnerie ils diffusent. Ça n'a plus aucun sens. Exactement. On pense exactement la même chose. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Merci d'être Merci venu beaucoup.